Salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Un film qui peut nous laisser entendre qu'on a tout compris alors qu'on n'a pas tout compris, qui nous laisse des portes ouvertes alors qu'en fait elles sont toutes fermées. Enfin bref, un film qui soit compte sur nous pour être intelligent, soit se fout complètement de notre gueule. Et ce film, c'est Inception. Juste avant d'y aller, il y a trois petites choses pour commencer. La première, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc elle n'est pas sponsorisée par la Warner notamment. Mais il n'empêche que j'ai quand même envie de les remercier, les gens de la Warner, pour m'avoir facilité un peu les choses pour que cette vidéo soit pas bloquée, puisque j'utilise plein d'extraits du film du coup. Et donc voilà, merci à vous les gars, c'était cool. Deuxième chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc c'est bien de mon propre chef que je vous invite à voir le film. Il est disponible à la location, à la vente, il est disponible en DVD, en Blu-ray, en UHD. Et au moment où j'écris cette vidéo, il est disponible sur Netflix. Peut-être sur d'autres plateformes. Il est disponible en VOD un peu partout, de toute façon. Voilà, enfin, vous vous débrouillerez. Mais je vous invite vraiment à voir ou à revoir le film dans le détail, quoi. Troisième chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà. Et donc là, c'est juste histoire de vous rappeler que j'ai un compte Tipeee. Voilà. Je l'avais fermé pendant ma période d'inactivité il y a quelques mois, parce que je trouvais que c'était la chose à faire, mais maintenant que je suis à nouveau actif, donc je l'ai rouvert. Donc si vous avez envie de soutenir la chaîne, bah, merci. Et on va pouvoir commencer. Et on commence par l'innovation de Hans Zimmer, encore lui, qui a créé ce son qu'on a depuis entendu des millions de fois, parce que ce son est énorme. Et notre film commence sur une plage sur laquelle s'échoue Dominic Cobb, alias Dom Cobb, interprété par Leonardo DiCaprio. Il est dans les vapes, il y a un homme de main, même si on ne sait pas de qui se pointe, il voit que DiCaprio dispose d'un pistolet et le fait emmener dans une salle à manger d'un palais japonais, je dirais. Là-dessus, il se retrouve à manger avec un vieux gars qui joue avec une toupie. Et là, il n'y a aucun doute, on est dans un Nolan. Parce que le film a commencé depuis 90 secondes et on n'y comprend que dalle. Et je vais faire immédiatement une parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, histoire de bien comprendre 2-3 subtilités à propos du film. Quand on parle de cinéma, on peut distinguer 3 niveaux de lecture. En réalité, il y en a certainement plus. Peut-être que les critiques cinéma qui regardent cette vidéo sont en train de s'arracher les cheveux déjà, mais voilà. Moi, j'en compte 3. Je fais au plus simple parce que je comprends pas plus compliqué que ça. Voilà. Et ces 3 niveaux, je vais les appeler le fond, la forme et l'invisible. Le fond, c'est l'histoire qui est racontée. C'est si vous pitchez l'histoire, si vous dites il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, c'est du fond. Le fond, c'est ce qu'il y aurait en commun avec un roman qui raconterait la même histoire. Ce qu'il y aurait en commun, hein, parce que le roman a lui aussi de la forme et de l'invisible. Voilà. Donc le fond, c'est l'histoire, point. Les événements. La forme, c'est la façon dont on va raconter le fond, la façon dont on va raconter l'histoire. Que ce soit en termes de mise en scène, de lumière, de décor, de son, de costume, etc. Mais directement au service de la narration, pas de façon symbolique. Alors ça, j'ai un bon exemple pour ça, qui est dans un autre film de Christopher Nolan, un autre film simple de Christopher Nolan, Tenet. Cela dit, premier degré, je pense que Tenet est beaucoup plus facile à suivre qu'Inception en réalité, donc il faudra peut-être qu'on en parle un jour de Tenet. Bref, lorsque dans Tenet, le gars qui recrute le protagoniste lui indique un mot, Tenet, ainsi qu'un geste, l'entrelacement des doigts des deux mains, hein, il est super facile dans le film de passer à côté de 2 moments où le protagoniste va utiliser ce mot et ce geste. To say anything about a client would violate the tenets he lives by. Tenants are important to you, then you can tell me everything. Et ben, ces détails-là, qui, on va être clair, 95% des gens passent à côté, ça c'est ce que moi j'appelle la forme. Voilà. Alors, un critique cinéma appellerait ça autrement, hein, sans doute, mais voilà, c'est comme ça que moi j'appelle ça. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est juste qu'on ait un lexique commun pour que, quand après je vais parler du fond ou de la forme ou de l'invisible, vous sachiez précisément de quoi moi je parle. Et enfin, l'invisible, c'est la façon dont on raconte le fond, la façon dont on raconte l'histoire, que ce soit en termes de mise en scène, de lumière, de décor, de costume, etc., mais cette fois-ci, de façon symbolique. C'est-à-dire que, de façon à parler à tout sauf à votre raison. Donc à vos tripes, vos sentiments, votre inconscient, ce que vous voulez. Par exemple, dans La main droite du diable de Costa Gavras, le personnage de Debra Winger campe un agent du FBI qui s'infiltre dans les milieux suprémacistes blancs radicalisés. Et la première fois qu'elle va monter dans le pick-up de Gary Simmons, interprété par Tom Béranger, on voit ceci. Le fusil à l'arrière du véhicule, entre les deux, est pointé sur elle, crosse du côté de Gary. Ça, c'est de l'invisible. Ce que nous dit le réalisateur, c'est qu'il y a une menace qui va peser sur elle, et que cette menace, elle émane de lui.
Et encore, là, on est dans la partie facile de l'invisible, hein. Ça peut être beaucoup plus perché que ça, hein. Je veux dire, même sans aller jusqu'à l'expérimental, simplement, si vous tapez dans du David Lynch, vous pouvez aller très loin, hein. D'ailleurs, je vous mets 2 liens en description, si jamais ça vous intéresse, de 2 vidéos d'une chaîne qui s'appelle Twin Perfect, et il y en a une qui analyse de A à Z la série Twin Peaks, donc les 3 saisons, le pilote, et enfin tout, voilà. Elle fait plus de 4 heures. Et une autre vidéo qui analyse, pareil dans le détail, Mulholland Drive. Alors voilà, bon par contre, ça spoil dans tous les sens. Mais c'est hyper intéressant de voir à quel point l'image nous raconte plein de choses. C'est en anglais, par contre. Cela étant dit, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que Nolan travaille énormément la forme, et pas seulement le fond. Nolan est réputé pour travailler le fond, il est réputé pour bourrer de détails son fond, il est également réputé pour la non-linéarité de ses narrations, hein, que ce soit dans des films comme Memento, Inception, Dunkerque, Le Prestige dans une certaine mesure, Interstellar aussi. Tout ça, c'est de la forme, hein. Le fait de ne pas raconter ses films de façon linéaire est toujours justifié par la narration. C'est de la forme, voilà. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que Tenet, qui dans la tête des gens est celui qui est le plus tarabiscoté niveau linéarité du temps, en fait, c'est son film le plus linéaire. Du point de vue du protagoniste, le film est raconté parfaitement linéairement, ce qui en fait un film plutôt facile à suivre, pour peu qu'on fasse pas quoi que ce soit d'autre à côté. Donc Nolan travaille énormément la forme. Et par ailleurs, un truc qu'il faut rappeler, qui n'est pas une insulte, c'est que Nolan fait du blockbuster. Il fait des films très grand public. Il fait des gros films à gros budget qui sont censés rapporter beaucoup d'argent. Et dans un monde et une industrie où aujourd'hui, je vais être très gentil, je vais dire, une bonne partie des blockbusters consiste à taper dans de la franchise, du sequel, du remake, du prequel ou du reboot, avoir des histoires originales, je trouve que c'est un fait notable. Ça devrait peut-être pas, hein, mais c'en est un. Enfin, si Christopher Nolan écrit souvent ses films avec son frère Jonathan, Inception, c'est lui tout seul. Et ça lui a mis plus de 10 ans à l'écrire. Inception est un film d'auteur. Ouais. Qu'on l'aime ou pas, hein. Toute cette parenthèse pour dire quoi? Pour dire qu'on va devoir s'attarder, maintenant que je vais reprendre le résumé du film, s'attarder sur un paquet de détails qui vont nous permettre de mieux comprendre le film, et notamment peut-être de comprendre qu'on n'avait pas compris ce que nous racontait le film depuis le début. Et donc, on reprend. Les hommes de main du vieux apportent 2 objets, le pistolet et une toupie, donc là on a un plan qui est pas sans rappeler un autre plan, bon là clairement on est sur de l'invisible, hein. Et tandis que Cobb mange, le vieux lui demande s'il est venu le tuer. Puis montre la toupie qu'il reconnaît, et boum, flashback. Cobb est face à un Saito jeune dans un lieu similaire et il lui explique que rien n'est plus contagieux qu'une idée, et avec l'aide de son compère Arthur, interprété par Joseph Gordon-Levitt, ils expliquent qu'à l'état de rêve, il est possible de voler une idée dans la tête de celui qui rêve, que ça s'appelle une extraction, et qu'ils proposent leur service à Saito pour lui apprendre à se défendre face à de telles attaques quand il dort. Saito quitte la table et rejoint une soirée manifestement en cours, un tremblement de terre, nos compères se demandent « What's going on up there ?» Le temps qui défile lentement s'accélère. On est soudain ailleurs, Cobb est assis en train de dormir, il y a des émeutes, Saito est en train de dormir, on voit Arthur qui est en train de dormir, on comprend que la soirée qu'on vient de voir se passe dans un rêve. Enfin, on comprend. Pour l'instant, on pressent plus qu'autre chose, hein. Et en réalité, nos compères ne sont pas là pour offrir leur service, mais bel et bien pour procéder à une extraction. Quand soudain, Mal, interprété par Marion Cotillard, apparaît à la soirée, et c'est manifestement une mauvaise nouvelle. Cobb va lui parler, elle lui dit If I jumped, would I survive? A clean dive, perhaps. Oh, what are you doing here? I thought you might be missing me. You know that I am. But I can't trust you anymore. On reproche souvent à Nolan d'en faire des caisses avec l'exposition. Et c'est vrai que d'une manière générale, Nolan a tendance à faire beaucoup expliquer les films par ses personnages. D'un autre côté, je rappelle que Nolan fait des blockbusters et que du point de vue classique des blockbusters, les films de Nolan sont quand même très exigeants. Mais là, pour le coup, je trouve que l'introduction de Mal est plutôt finement réalisée. Surtout quand on sait après coup ce qu'elle est vraiment. Parce que non, Mal n'est pas la femme de Cobb. Mais à aucun moment on est censé croire que Mal est la femme de Cobb. On va y revenir, vous inquiétez pas. Cobb va utiliser Mal pour peser sur un fauteuil pour descendre en rappel, ce qui peut sembler curieux juste après lui avoir dit qu'il pouvait pas lui faire confiance, mais encore une fois, quand on sait qui est réellement Mal, ça choque moins.
Cobb dézingue des hommes de Saito et cherche les secrets enfouis par ce dernier dans son coffre-fort avant d'être surpris par Saito mené par Mal avec Arthur pris en otage. Please. Et là encore, on va apprendre 2-3 règles du film assez subtilement. On va apprendre assez subtilement que dans un rêve, on peut être blessé et que la douleur semble réelle, mais que quand on est tué dans un rêve, on se réveille. Arthur se prend une balle dans la tête. Or, c'était le rêve d'Arthur, même si à ce stade de l'histoire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Toujours est-il que le rêve, du coup, commence à s'effondrer. C'est un truc qu'on comprendra par la suite. On entend d'ailleurs l'excellente musique de Hans Zimmer qui s'appelle Dream is Collapsing, c'est-à-dire le rêve est en train de s'effondrer. Morceau musical qui commence lorsque Saito explicite le fait qu'il a compris qu'il était dans un rêve. Parce qu'on aura d'autres occasions dans le film de voir que quand le sujet du rêve est conscient du fait qu'il est dans un rêve, c'est là que le rêve commence à partir en couille. On verra ça notamment quand on parlera de Monsieur Charles. Et donc cette musique est superbe et elle est basée sur 4 accords, mais pas les mêmes 4 accords que le thème principal d'Inception. D'ailleurs, Arthur donc se réveille, pendant ce temps-là, Cobb dans le rêve essaye de se mettre à l'abri pour pouvoir lire le document qu'il a quand même réussi à extraire, mais ce document est parfaitement caviardé. Saito se réveille également, Cobb est réveillé au moyen d'un kick, une décharge, c'est-à-dire le fait de le faire basculer en arrière ou sur le côté, en fait le fait de le faire tomber pour provoquer une réaction au niveau de son oreille interne. On a déjà parlé de tous ces trucs-là sur la chaîne. Tout le monde est maintenant bien réveillé, menace, bagarre. Cobb voit bien qu'une partie des documents est masquée, et donc ça signifie que Saito sait se défendre contre les extractions dans les rêves. Mais du coup, s'il savait se défendre, pourquoi les avoir laissés autant approcher? An audition for what? Et alors que les émeutes se rapprochent, on est maintenant dans un train avec tout notre petit monde qui dort, parce que tout ceci est également un rêve. Un jeune met alors des écouteurs sur les oreilles de Nash et balance Non je ne regrette rien d'Edith Piaf, et c'est marrant, parce que c'est une chanson d'Edith Piaf et que Marion Cotillard a joué Edith Piaf dans le film La Môme, bon, ça n'a rien à voir, on s'en fout. Éventuellement c'est de l'invisible quand on connaît les paroles de la chanson, puisqu'on est dans un film anglophone et que ces paroles ne sont pas sous-titrées, elles ne sont pas traduites. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. On apprendra par la suite que balancer cette musique permet à la personne dont c'est le rêve de savoir que celui-ci est sur le point de prendre fin. Cobb explique que la société qui l'a mandaté n'accepte pas l'échec et qu'il mourra s'il échoue, menace Saito qui réalise alors qu'il est toujours dans un rêve. Il est temps d'abandonner, tout le monde se réveille et se barre, laissant Saito qui se réveille avec un petit sourire, parce que finalement c'était un rêve dans un rêve, donc finalement peut-être que l'audition était pas tant que ça un échec. Peut-être. Mais cette scène est également l'occasion de noter plusieurs petites choses. D'abord, Nash était l'architecte de ce rêve. C'est-à-dire c'est lui qui a créé l'environnement du rêve. On le voit puisqu'il se fait engueuler parce qu'il n'avait pas bien reproduit un tapis. Voilà. En revanche, le sujet du rêve, c'était Saito. C'est lui qui peuplait les personnages du rêve. Ensuite, il y a un élément qui relève de l'invisible, peut-être même de l'inconscient. Je ne peux pas l'imaginer, mais on va laisser le bénéfice du doute. Dans la réalité, quand ils ne sont pas dans un rêve, Leonardo DiCaprio est très clairement cosplayé en Christopher Nolan. C'est flagrant. Et enfin, petit détail, et puis là c'est du fond, mais ça peut passer inaperçu. I don't like trains. Et tous les membres de l'équipe partent se planquer, chacun de leur côté, se planquer de justement cette entreprise dont on entend parler, qui ne tolère pas l'échec. Ensuite, on a une scène importante que je dois détailler, il me semble, parce que je crois que cette scène trompe beaucoup de gens. On voit Cobb qui fait tourner une toupie, la même toupie qu'on voyait au début, parce que je rappelle qu'on est dans un flashback, et il sort un pistolet, puis il se met contre la tempe, prêt à se tirer dessus. Et ce qu'on va en comprendre a priori par la suite, c'est que si la toupie avait continué de tourner sans s'arrêter,
il en aurait déduit qu'il était encore dans un rêve et se serait tiré dessus pour se réveiller. Je prétends que ce n'est pas ce que raconte cette scène, mais on verra ça par la suite. Ouais, parce que là, il faut qu'on avance. Cobb reçoit un appel de ses enfants, on voit ses enfants dans un souvenir, donc on va mettre cette image-là de côté pour la suite. On comprend quoi? On comprend que Mal, c'était sa femme, mais qu'elle est décédée, et on comprend qu'il ne peut pas rentrer aux États-Unis. Arthur rejoint Cobb, ils n'ont aucune idée de où se trouve Nash, il n'est pas venu au rendez-vous, mais donc ils vont sur le toit pour prendre l'hélicoptère. Ils tombent sur Saito qui tient Nash en otage, c'est Nash qui a balancé ses collègues à Saito. Donc il décide de relâcher Nash et de le livrer aux mains finalement de la société qui avait embauché Cobb pour faire l'extraction, donc la société COBOL Engineering. Incidemment, COBOL c'est un langage de programmation, c'est un vieux langage de programmation. COBOL ça signifie Common Business Oriented Language, c'est un langage qu'on trouve dans quasiment tous les vieux systèmes de toutes les grandes banques au monde. Voilà, ça change pas grand chose de le savoir, mais comme ça vous avez l'info. Saito a une proposition à faire à Cobb, voilà. Il lui propose de réaliser une inception, ce qui est l'exact contraire d'une extraction. Plutôt que d'aller retirer une idée de la tête d'un rêveur, l'idée c'est d'implanter une idée dans la tête d'un rêveur. D'après Arthur, c'est quelque chose qui est impossible parce que on sait toujours retracer l'origine d'une idée. I say to you, don't think about elephants. What are you thinking about? Elephants. Right, but it's not your idea because you know I gave it to you. The subject's mind can always trace the genesis of the idea. True inspiration's impossible to fake. It's not true. Tandis que pour Cobb, c'est réalisable pour peu qu'on descende suffisamment profondément dans l'inconscient du sujet pour aller implanter cette graine et la laisser germer naturellement. Saito propose à Cobb de lui permettre de retourner aux États-Unis et donc de rejoindre ses enfants. Ce qui semble impossible mais intrigue suffisamment Cobb. Mais lorsque Cobb demande « Mais I need a guarantee. How do I know you can deliver? You don't. But I can. So, do you want to take a leap of faith? Or become an old man, filled with regret, waiting to die alone? » J'ai laissé la réplique en entier parce que d'un point de vue de la forme, justement, cette réplique va revenir par la suite. Donc on se la met de côté. Voilà. Donc Cobb accepte et ils vont avec Arthur à Paris parce qu'ils ont besoin de remplacer Nash puisqu'ils n'ont plus d'architecte. Et donc ils vont aller chercher un étudiant du professeur Miles, interprété par Michael Caine, qui n'est autre que le père de Mal, le beau-père de Cobb. Ce dernier lui présente Ariane, dont le boulot va être de fabriquer des labyrinthes. Ariane, les labyrinthes, vous l'avez ? Et Ariane, interprétée par Elliot Page, va être notre point d'entrée à toutes les explications, parce que là, on va rentrer dans un long tunnel d'explications sur les règles et le fonctionnement des rêves. Déjà, dans un rêve, on ne se rappelle jamais de comment a commencé le rêve, comment on est arrivé là où on est. Lorsqu'on partage un rêve, il y a la personne qui rêve, c'est elle qui construit l'environnement. Cet environnement va ensuite être peuplé par le sujet du rêve et les projections de son inconscient. Les figurants, les PNJ si vous voulez, sont les projections de l'inconscient du sujet du rêve. Et enfin, les autres participants, tels que les membres de l'équipe de Cobb, eux, ils évoluent normalement au sein du rêve. La physique d'un rêve peut être affectée par l'architecte, qui peut modifier à loisir les lois de la physique, mais également par l'environnement réel de ceux qui rêvent, comme on le verra par la suite, ce qui peut entraîner par exemple des altérations de la gravité. Les projections de l'inconscient du sujet cherchent naturellement à protéger le sujet s'ils prennent conscience d'être dans un rêve. Ils se mettent alors à la recherche de celui dont c'est le rêve pour aller l'attaquer. Tandis que Cobb explique tout ça à Ariane, et notamment le fait qu'il ne faut pas reconstruire des lieux de mémoire, parce que reconstruire des lieux existants est le meilleur moyen de ne plus distinguer le rêve de la réalité, Ariane, qui s'amuse un petit peu trop avec les lois de la physique, commence à se faire de plus en plus bolosser par les projections de l'inconscient de Cobb, puisque donc on est dans le rêve, c'est Ariane qui est architecte, mais c'est Cobb le sujet du rêve, et elle finit par se faire poignarder par Mal. En émergeant du rêve, Ariane apprend qu'il est absolument impossible de se sortir d'un rêve tant qu'il reste du temps sur la machine, sauf en se faisant tuer. Alors Ariane, là, elle a quand même flippé sa mère, donc elle se dit que stop, elle veut sortir du jeu, elle a plus envie de bosser avec eux, mais Arthur va quand même lui prendre 2 minutes pour lui expliquer l'importance d'utiliser un totem. Et on va utiliser 2 minutes aussi, nous, pour parler du totem. Le totem, à la base, c'est une invention de Mal. L'idée est de disposer d'un objet suffisamment petit pour pouvoir le porter avec soi, un objet absolument unique et dont le comportement sera différent dans les rêves que dans la réalité. Mais pour ça, il faut être absolument le seul à savoir comment l'objet est censé se comporter dans la réalité. Parce que sinon, on pourrait dans un rêve vous faire croire que votre totem se comporte normalement.
Ainsi, la toupie que se trimballe Cobb partout est une toupie qui n'arrête pas de tourner sur elle-même dans les rêves, mais qui arrête évidemment de tourner dans la réalité. Arthur insiste sur le fait que personne ne doit jamais toucher votre totem, parce que c'est la seule garantie que vous pouvez avoir d'être dans la réalité. Ariane finit par s'en aller en claquant la porte, mais Cobb est absolument convaincu qu'elle reviendra parce qu'il sait qu'elle est déjà accro, et demande à Arthur de lui faire fabriquer des labyrinthes quand elle reviendra. Parce que lui, il doit partir à Mombasa au Kenya pour aller recruter un faussaire du nom de Eames, interprété par Tom Hardy. Dans l'équipe, Arthur est décrit comme quelqu'un de très rationnel et doté de peu d'imagination. Eames, c'est quasiment l'inverse, en fait. Si je voulais faire une comparaison un peu moisie, Arthur, ce serait comme un régisseur et Eames comme un comédien. Mais Mombasa est sous le contrôle de Kobol, et à peine Cobb arrivé à Mombasa, et à peine a-t-il pris contact avec Eames, qui se retrouve poursuivi par des gens de chez Kobol, et dans une poursuite qui n'est pas sans rappeler le fonctionnement déjà décrit d'un rêve. Et ça, on y viendra parce que ça suscite énormément de théories sur le fait que la réalité, que nous on appelle la réalité, n'est pas la réalité, mais c'est déjà un niveau de rêve en fait. Notamment lorsque Cobb saute par le balcon d'un immeuble, ou quand le serveur dans le café se met à l'engueuler, ce qui n'est pas sans rappeler les projections du subconscient du sujet qui attaque les gens dans un rêve, mais plus encore ce moment-là, qui évoque une situation assez irréaliste. En effet, pourquoi est-ce que les murs ont cette configuration, et pourquoi est-ce que Cobb ne tourne pas tout simplement ses épaules pour passer de profil alors qu'il est poursuivi? Mais justement, on le verra, parce que là, on est sur de la forme, hein. L'idée, c'est Nolan ne veut pas nous donner cette idée-là que Cobb est peut-être dans un rêve, mais il veut nous montrer que pour Cobb ne sait jamais véritablement s'il est dans un rêve ou dans la réalité. C'est pour ça qu'il nous montre ça. Et il finit par être sauvé in extremis par Saito. Cela étant, toute cette séquence sert également à l'exposition parce qu'elle nous permet de montrer que Eames, de son côté, lui avait déjà tenté une inception et que ça n'avait pas fonctionné parce que l'implantation n'avait pas été faite suffisamment profondément et que l'idée n'avait pas été suffisamment simplifiée pour pouvoir germer. No, it's not just about depth. You need the simplest version of the idea in order for it to grow naturally in your subject's mind. It's a very subtle art. So what is this idea that you need to plant? Comme Cobb l'avait prévu, Ariane revient voir Arthur et ce dernier lui montre comment utiliser de la géométrie paradoxale pour créer les frontières d'un rêve, un peu à la manière d'un jeu vidéo qui serait plutôt bien fait et dont les limites ne seraient pas modélisées par des murs invisibles. Arthur explique également l'importance de fabriquer des labyrinthes, à savoir la complexité des dédales, qui permet justement, en fait, qui va perdre les projections de l'inconscient du sujet et qui va permettre donc aux équipes de Cobb de se cacher plus longtemps de ces projections-là, et donc d'évoluer plus longtemps dans le rêve avant que celui-ci s'effondre. J'ajoute d'ailleurs immédiatement un point pour résoudre toutes les théories selon lesquelles la réalité en fait ne serait que le rêve de Cobb, parce que si c'était le cas, cette scène n'existerait pas, ainsi que la scène dans la réalité quand on voit Ariane revenir vers Arthur, puisque Cobb n'y est pas. Donc ces scènes n'existeraient pas s'il s'agissait uniquement du rêve de Cobb. Pendant cette scène d'exposition, Arthur ajoute également les raisons pour lesquelles, selon lui, Cobb ne veut plus être architecte de rêve, ne veut plus fabriquer de rêve. Selon lui, c'est à cause de Mal. Il explique alors à Ariane que Mal était la femme de Cobb, qu'elle est décédée et qu'elle était charmante. Le fait de dire qu'elle était charmante, c'est pour nous, en fait, cette phrase, c'est pour qu'on ait bien en tête le fait que quand on voit Mal dans les rêves, il ne s'agit pas de la femme de Cobb, il s'agit d'une projection de l'inconscient de Cobb. Il s'agit de la volonté que Cobb a de rejoindre sa femme. Mais on va y revenir. Nos amis à Mombasa vont aller de leur côté recruter un chimiste local, Youssouf, interprété par Dilip Rao, en lui expliquant qu'il ne cherche pas à construire un rêve, ni même un rêve dans un rêve, mais un rêve dans un rêve dans un rêve. 3. Not possible. That many dreams within dreams is too unstable. It is possible. You just have to add a sedative. A powerful sedative. How many team members? Et là encore, ce bout d'exposition est important pour la suite parce qu'on a besoin de savoir que les rêveurs vont être sédatés. Youssouf leur montre alors le produit qu'il utilise quotidiennement. Dans quel but, demande Cobb, et Youssouf répond ceci. Perhaps you will not want to see. Alors cette phrase semble un peu tomber de nulle part, et alors autant dans un film mal écrit, des phrases qui tombent de nulle part, il peut y en avoir plein. Oh, hi, Mark. Autant dans un film dont l'écriture a été peaufinée pendant des années, il est de bon ton de se poser la question. Là encore, Nolan veut appuyer cette idée selon laquelle Cobb ne sait plus ce qu'est la réalité, en indiquant qu'il ne souhaite peut-être pas voir des gens qui passent le plus clair de leur temps dans des rêves,
ceci étant devenu de fait leur réalité, ou, comme le dit le vieux sage local qui surveille les endormis, The dream has become the reality. Who are you to say otherwise? parce qu'au bout d'un moment, il devient impossible de rêver sans être connecté à la machine. Cobb demande à tester le produit en question, effectue un rêve seul sans être connecté à personne, donc il est architecte et sujet, et alors on voit un chemin de fer, on voit Mal la tête posée sur un rail, on se rappelle que Cobb a dit il n'y a pas si longtemps qu'il n'aimait pas les trains, elle dit tu sais où me trouver, puis tu sais ce que tu dois faire, il se réveille, dans tous ces états, il voit encore des images de Mal, une fenêtre ouverte avec du vent qui souffle sur le rideau, puis lance sa toupie frénétiquement. Saito explique alors à Cobb et Eames l'exacte nature de la mission. Maurice Fisher, le président d'une des plus grandes multinationales dans le domaine de l'énergie, interprété par Pete Postlethwaite, est sur le point de mourir. Et il faut impérativement que son fils Robert, interprété par Cillian Murphy, lorsqu'il héritera de l'entreprise, la démantèle afin d'éviter qu'il ne représente à lui tout seul 50% de la production mondiale d'énergie. In effect, they become a new superpower. Ce qui serait pas ouf. Notre équipe est désormais au complet et peut entamer sa préparation. L'idée sera de créer 3 niveaux de rêve emboîtés. Dans le premier niveau, Eames se fera passer pour Peter Browning, le bras droit du père de Robert Fisher et parrain de ce dernier, interprété par Tom Béranger, pour suggérer à Robert des idées qui, lorsqu'ils seront dans le deuxième niveau de rêve, devront émerger naturellement du subconscient de Robert Fisher dans les projections qu'il fera de Peter Browning. On voit durant leur préparation qu'ils se préparent en partie dans un rêve, dans une version prototypale du niveau 1 du rêve, ainsi que du niveau 2, ce qui permet aux rêveurs de tester les architectures conçues par Ariane, dont je rappelle qu'à ce moment précis de l'histoire, elle n'est pas censée les accompagner, elle est censée uniquement créer les environnements. D'ailleurs, on voit que quand ils sont dans ces phases-là, il n'y a personne d'autre qu'eux, puisqu'il n'y a pas de sujet en train de rêver. Voilà encore un détail de forme auquel Nolan pense. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un détail là qui vous aura échappé. Alors c'est évident que ça échappe quasiment à tout le monde au premier visionnage, mais sincèrement, moi je l'ai vu qu'à partir de la 7e ou 8e fois, quoi. Je veux dire, ça peut échapper à tout le monde. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon là maintenant que je le passe en boucle, vous l'avez vu. Mais sincèrement, vous l'aviez vu ça ? Voilà comment Nolan bosse la forme. Bref, donc, le premier niveau de rêve sera rêvé par Yusuf, le deuxième par Arthur et le troisième par Eames. Cobb se refuse à rêver quoi que ce soit parce qu'il ne veut pas risquer d'emporter avec lui des projections de son inconscient, notamment Mal, et il ne veut pas que Mal soit au courant de l'architecture des lieux. Donc lui-même ne doit pas être au courant de l'architecture des lieux. Je répète, mais pour Cobb, la seule chose qui importe, c'est qu'il puisse rentrer aux États-Unis, ce qui pour l'instant est impossible parce que Cobb se connecte régulièrement seul à la machine pour pouvoir rêver, et Ariane, qui pressent quand même que Cobb est potentiellement une source peut-être de danger, mais sinon d'inconnu, décide de se connecter pour visiter le rêve que s'est concocté Cobb. Et ça va nous emmener dans le rêve que s'est organisé Cobb, avec des souvenirs de sa femme, via un ascenseur. You know how to find me. You know what you have to do. You know how to find me. You know what you have to do. Ces deux phrases, c'est le cœur du problème, et peut-être même le cœur de ce dont parle le film. Rappelons, et je le rappellerai sans doute encore 2-3 fois dans cette vidéo, que dans les rêves, Mal n'est pas Mal, la femme de Cobb. Mal est une projection de l'inconscient de Cobb. Un désir violent et enfoui de retrouver sa femme, et peut-être même peut-être même d'admettre quelque chose de plus. Voilà. Mais ça, on y viendra par la suite. En découvrant Ariane, Cobb reprend l'ascenseur avec elle et ensemble ils montent au 12e étage, au niveau le plus haut, on pourrait dire, de ses rêves. On découvre la plage qui s'avérera être une réplique des limbes, en fait, on va y venir, et il y a la femme de Cobb et ses enfants. Le rêve de Cobb, celui qui résoudrait tous ses problèmes, serait d'être là, avec sa femme et ses enfants. Parce que le vrai problème de Cobb, au fond, c'est pas de rentrer aux États-Unis pour être avec ses enfants. Le vrai problème de Cobb, c'est de devoir choisir entre être avec sa femme ou être avec ses enfants. My dreams were still together. On voit les enfants, à nouveau on les met de côté pour plus tard. Cobb fait redescendre l'ascenseur tandis qu'Ariane réalise pour la première fois qu'il ne s'agit pas de rêve, mais véritablement de souvenirs. Et ça c'est important parce que comment est-ce qu'on peut changer un souvenir ?
On peut pas changer un souvenir. Bon ou mauvais, correct ou pas, on ne peut pas. À moins peut-être d'une inception. Mais là, je m'égare. Listen, there's only one thing you need to understand about me. This is your house? Mine and Maul's, yes. Where is she? Cobb lui montre le moment où Mal était déjà parti et où Cobb a dû s'enfuir et laisser ses enfants. He's digging for something, maybe a worm. Ah, et on voit à nouveau ses enfants, donc je refais une capture, je mets de côté pour plus tard. Ariane profite de ce que Cobb est concentré sur ses souvenirs pour fuir dans l'ascenseur et descendre au sous-sol. Elle passe d'abord par une voie ferrée, I don't like trains. puis arrive dans une chambre d'hôtel saccagée. Elle tombe sur Mal, qui a une devinette pour elle. Tu attends un train. A train that will take you far away. You know where you hope this train will take you. But you don't know for sure. But it doesn't matter. How can it not matter to you where that train will take you? Because they'll be together. Il s'enfuit à nouveau, mais avant de partir, Cobb lui promet qu'il reviendra la chercher. Promise. Ils se réveillent, apprennent que le père Fisher est mort et qu'ils ont le go pour leur mission. Ariane décide d'aller avec eux pour être capable de gérer les éventuelles interventions de Mal. Ils prennent tous l'avion comme prévu, se retrouvent tous ensemble en première classe. Saito valide une dernière fois qu'il lui suffira simplement de passer un coup de fil pour que Cobb puisse passer sans problème les douanes. Faute de quoi, Cobb finira ses jours en prison. Ce qui rajoute un niveau, parce que du coup ça veut dire que non seulement il faut que leur mission soit un succès, mais en plus du succès, il faut que Saito soit en mesure de pouvoir passer cet appel téléphonique. Ça a l'air con comme ça, mais c'est important. Ils font prendre son sédatif à Fisher, prennent tous le leur, se connectent et se retrouvent dans le niveau 1 du rêve, le rêve de Youssouf dans lequel il pleut, parce que Youssouf a envie d'aller pisser, parce qu'il a bu avant de s'endormir. À cause de la pluie, Fisher va vouloir prendre un taxi, donc nos compères se retrouvent forcés de carjacker un taxi pour embarquer Robert Fisher et le kidnapper, et puis là il va se passer deux choses distinctes, mais d'égale importance. La première qui concerne Cobb et Ariane, c'est l'apparition d'un énorme train de fret en plein centre-ville. Un train qui est évidemment amené par Cobb. I don't like trains. Et la deuxième, c'est que les kidnappeurs qui ont kidnappé Robert se retrouvent maintenant sous un feu nourri de miliciens super armés. Et alors qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que Fisher a été au cours de sa vie formé pour que son inconscient puisse se défendre en cas d'agression dans un rêve. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il a des projections de son inconscient qui sont là pour essayer d'abattre ses assaillants et de lui tirer dessus pour le réveiller. Et ça va avoir trois conséquences directes. La première, c'est que l'équipe n'était pas au courant de ça, donc ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas prêts à se défendre face à des assauts armés le temps du rêve, qui dans le niveau 1, donc c'est pendant 10 heures de vol, donc le niveau 1 c'est une semaine à peu près. Ils doivent tenir l'assaut pendant une semaine. Mais deuxièmement, Saito se prend une balle, et donc il est agonisant, ce qui peut rendre compliqué sa capacité à juger si le marché a été honoré ou pas, mais surtout, pire encore, troisième point, comme ils sont sédatés, s'ils meurent dans le rêve, ils ne se réveillent pas. When we die in a dream, we wake up. Not from this. We're too heavily sedated to wake up that way. Right, so what happens when we die? I drop into limbo. Are you serious? Limbo? Unconstructed dream space. Well, what the hell is down there? Just raw, infinite subconscious. Les membres de l'équipe sont un petit peu chafouins parce que c'est une surprise pour eux et que les limbes c'est pas Jojo, qu'on aura le temps de détailler ce dont il s'agit. Parce que les limbes, ça reste quand même un des sujets les plus mal compris par le public dans ce film. Mais disons pour l'instant que les limbes, c'est un endroit dans lequel, si on y tombe, on perd complètement pied avec la réalité et le temps s'étire si immensément que il se passe littéralement des années par rapport au temps réel. Great. Thank you. Du coup, ces nouvelles mésaventures, qu'est-ce que ça change pour nos compères ? Déjà, ce que ça change, c'est qu'ils risquent leur peau maintenant, voilà. Là où normalement, ils risquaient pas grand-chose, là ils risquent leur peau. D'autant que ils sont assaillis donc par des gens qui sont armés jusqu'aux dents. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, Saito est en train de mourir, et puis s'il meurt, il tombe dans les limbes, et ce qui se passe, c'est que s'il tombe dans les limbes, quand ils se réveilleront, il sera plus là dans sa tête, donc il sera clairement plus en mesure de passer ce coup de fil
pour aider Cobb. Et enfin, troisième point, parce qu'il faut pas l'oublier, eh ben Cobb continue d'emmener des saloperies dans le rêve. Il a ramené un énorme train il y a pas longtemps là. Hein. So, now we're trapped in Fisher's mind battling his own private army, and if we get killed, we'll be lost in limbo till our brains turn to scrambled egg. Bref, c'est la D. Cobb les convainc que puisqu'ils ne tiendront de toute façon pas une semaine dans le niveau 1 du rêve, parce qu'ils sont absolument pas armés pour, et ben du coup leur seule possibilité d'en réchapper c'est de poursuivre leur mission en descendant dans les couches successives de rêve. L'équipe, plus contrainte qu'autre chose, accepte et Himes se fait passer pour Browning, le bras droit du père de Fisher, pour faire croire au fils Fisher qu'il a été torturé pour révéler la combinaison du coffre de son père, indiquant que seul Robert connaît la combinaison. Sauf que Robert, lui, il n'a jamais entendu parler de ce coffre. Ce qui est logique, puisque ce coffre n'existe pas. Ça fait partie du plan. D'après Browning, dont je rappelle qu'il s'agit en réalité de Himes, ce coffre contient ce que Maurice Fisher prétendait être le plus beau cadeau pour son fils, un testament alternatif qui démantelait son empire. Robert raconte qu'à la fin, la seule chose que son père a eu la force de lui dire était qu'il était déçu. Il emploie ce mot, d'accord ? Déçu. Disappointed. Robert finit sous la menace par lâcher des numéros au pif et se fait embarquer, sac sur la tête, dans une camionnette. Saito indique que même s'il meurt et finit dans les limbes, eh ben il honorera quand même sa part du marché, ce à quoi Cobb lui répond I appreciate that, Saito, but when you wake up, you won't even remember that we had an arrangement. Limbo's gonna become your reality. You're gonna be lost down there so long that you're gonna become an old man. Filled with regret. Waiting to die alone? No. I'll come back. And we'll be young men together again. Et on la met de côté, cette phrase. À la demande d'Ariane, Cobb lui explique comment il s'est retrouvé dans les limbes, alors qu'ils exploraient avec Mal les méandres du subconscient et les rêves emboîtés, ils sont descendus jusque dans les limbes, où ils ont vécu 50 ans. Tous les deux. Mais au sein desquels Mal a fini par rejeter l'irréalité du lieu et a enfermé son totem, la toupie, dans un coffre, pour ne même plus se poser la question de la réalité du lieu. Lorsqu'il s'était enfin réveillé, Mal était obsédé par une idée simple qui changeait tout. Leur réalité n'était pas la réalité, et il fallait qu'elle s'en réveille, en se tuant. Elle pensait que leurs enfants n'étaient pas leurs vrais enfants, mais des projections de son subconscient. Calm down. Don't you think I can tell the difference? If this is my dream, why can't I control this? Because you don't know you're dreaming! She was certain there was nothing I could do, no matter how much I begged, no matter how much I pleaded. En revanche, elle ne voulait pas quitter ce rêve sans son mari. Donc, elle a organisé une situation dans laquelle elle allait se jeter par la fenêtre, en ayant laissé entendre que son mari voulait la tuer, qu'elle se sentait menacée, tout ça, après avoir fait certifier son bon état mental par 3 psys différents. Sweetheart, what are you doing? Join me. Son idée alors était qu'il n'aurait de toute façon pas d'autre choix que de la suivre. I'm asking you to take a leap of faith. Do you want to take a leap of faith? Son plan est parfaitement maîtrisé. I'll go without you, they'll take them away anyway. What does that mean? I filed a letter with our attorney, explaining how I'm fearful for my safety. How you threatened to kill me. Mal ferme les yeux et relance cette vinette. You're waiting for a train. Oh, God damn it, don't do this! A train that will take you far away. James and Philippa are You waiting! know where you hope this train will take you. Et ainsi, Mal s'est jetée dans le vide. Et est morte. A priori. Et je dis pas a priori pour troller, hein. Je dis a priori parce que je pense sincèrement que c'est peut-être plus compliqué que ça n'en a l'air. Mais on va y venir, vous inquiétez pas. Toujours est-il que voilà, Cobb avait dû fuir le pays, et Ariane dit le seul truc à ne pas lui dire. You are not responsible for the idea that destroyed her. Mais elle le fait pas exprès, hein, mais c'est le truc à pas lui dire, parce que, spoiler, bien sûr que si, il est responsable précisément de ça. Mais on va en parler après. Pour l'instant, tout le monde embarque dans la camionnette et tente d'échapper aux soldats qui ont encerclé le bâtiment. Tandis que Youssouf va conduire la camionnette dans les rues de la ville en évitant les balles, les autres membres de l'équipe vont entrer dans le deuxième niveau de rêve, le rêve d'Arthur. Dans ce rêve, ils vont tenter de rediriger la haine de Fisher envers son père vers Browning. Cobb décide qu'il va y interpréter Monsieur Charles. Who or what is Mr. Charles? It's a gambit designed to turn Fisher against his own subconscious. And why don't you approve? Because it involves telling the Mark that he's dreaming, which involves attracting a lot of attention to us. Didn't Cobb say anything to do that? So now you've noticed how much time Cobb spends doing things he says never to do.
Eames, déguisé en jolie fille, a volé le portefeuille de Fisher dans lequel il trouve une photo, la même qu'il avait trouvée dans le niveau précédent du rêve, pour info. Voilà. Saito, quant à lui, est, comme prévu, en meilleure forme dans cette seconde couche de rêve. Bon, à partir de là, il va y avoir de plus en plus d'actions et de moins en moins d'explications, donc on va pouvoir un peu avancer plus vite sur le résumé de l'histoire, mais juste parce qu'il y a quand même des détails qui sont importants. Tandis que Cobb se présente comme Monsieur Charles auprès de Robert, il se passe ça, et on prend les enfants et on les met de côté pour la suite. Fisher sait maintenant qu'il est dans un rêve, ce qui rend le rêve instable, mais dans le même temps, il pense que Cobb est là pour le protéger contre ce qui est en réalité les projections de son inconscient. Arthur et Ariane vont dans la chambre 491, qui est située sous la chambre 528, ce qui n'a évidemment aucun sens dans aucun hôtel du monde, sauf qu'on est dans un rêve, et que ces deux nombres-là sont les nombres qui ont été donnés par Fisher dans le niveau précédent du rêve. Arthur commence à disposer des explosifs au plafond de la chambre, dans le but de préparer le kick, la décharge, quand il s'agira de réveiller tous les gens qui seront endormis à l'étage au-dessus. Pendant ce temps, Cobb aide Fisher à se rappeler le niveau précédent du rêve, qui pour Fisher est la réalité, qu'il a été enlevé avec son parrain, qui est torturé pour trouver les numéros de la combinaison du coffre. Et comme le numéro qu'il donne commence par 528, eh ben ils vont à la chambre 528. Pendant ce temps, Eames et Saito suivent Browning, précisément la projection que l'inconscient de Fisher a produit, parce que celle-ci mettra en évidence si Fisher commence ou non à douter de Browning. Et ce dernier arrive à la chambre 528. Donc là, il ne s'agit pas de Browning, il s'agit d'une imitation de Browning par Eames, n'est-ce pas? Non, il s'agit bien de la vision que Fisher a de Browning dans le rêve. Le plan fonctionne impeccablement pour l'instant. Cobb explique à Fisher que Browning cache quelque chose et qu'il va falloir entrer dans son inconscient pour savoir ce qu'il cache. Et c'est ainsi que Fisher va volontairement rentrer dans le troisième et dernier niveau de rêve. Et oui, j'ai bien dit dernier, voilà. Et donc, cette fois-ci, c'est Eames qui est le rêveur, mais c'est toujours Fisher qui est le sujet, alors que Fisher pense que c'est Browning qui est le sujet. L'idée étant du coup que Fisher fasse le nécessaire pour abattre ses propres défenses. Et tandis que, au niveau 1, Yusuf continue de tenter de semer ses poursuivants, Arthur, dans le niveau 2, est dans la chambre 528 avec tous les personnages qui rêvent, et il commence à les organiser pour la décharge qui viendra bientôt. Il doit descendre à l'étage en dessous, mais lui aussi recherché par les projections de l'inconscient de Fisher. Et la conduite erratique de Yusuf provoque des altérations de la gravité dans le rêve d'Arthur, ce qui donne la séquence que tout le monde connaît. Dans le troisième niveau de rêve, le niveau dit de l'hôpital, le niveau 1 c'est la ville, niveau 2 l'hôtel, niveau 3 l'hôpital. Dans le niveau 3 de l'hôpital, donc, Eames fait diversion et alerte les gardes pour limiter la sécurité sur le site et permettre à Fisher, accompagné par Saito, d'entrer et de forcer seul les défenses du lieu afin de découvrir la vérité sur son père. Yusuf, quant à lui, est contraint de jeter la camionnette dans le vide plus tôt que prévu et envoie le signal musical. Dans les niveaux inférieurs, tout le monde doit s'activer. Du coup, au niveau de l'hôpital, ils font un raccourci pour permettre à Fisher et Saito d'arriver plus vite. Sauf que Ariane sait qu'en dévoilant ce raccourci, elle le dévoile également à Cobb, et donc potentiellement à la projection de Mal. Yusuf jette le van dans le vide, mais sans que personne n'ait eu le temps de se synchroniser, du coup personne ne se réveille avec ce kick-là. Et donc maintenant, leur seule possibilité de survie à tous, c'est de se synchroniser sur le deuxième et dernier kick, le moment où le van touchera la surface de l'eau. Ce qui arrivera dans quelques secondes au niveau 1, donc quelques minutes au niveau 2, et dans à peu près une demi-heure au niveau de l'hôpital. Avec une subtilité, c'est que puisque le van est en chute libre... Saito et Fisher arrivent dans le bâtiment, Arthur se bagarre mais en 0G cette fois-ci, Eames continue de dézinguer des soldats pour les empêcher de revenir vers l'hôpital, Arthur récupère les explosifs du plafond de la chambre 491 parce que ça sert plus à rien là-bas, Cobb snipe les projections de Fisher qui s'approchent trop, la blessure de Saito a traversé les niveaux de rêve et il commence à aller très très mal, y compris au niveau de l'hôpital, Arthur attache tout le monde et les dirige vers l'ascenseur, ce qui, je me permets une petite remarque, est une putain de bonne idée, scénaristiquement parlant, hein. Fisher arrive devant l'entrée de la chambre forte quand soudain, derrière lui, arrive Mal. She is not real. How do you know that? Cobb n'arrive pas à tirer sur Mal, qui abat Fisher. Puis Cobb tire sur Mal. On essaiera de voir par la suite pourquoi est-ce que Cobb n'a pas été capable de tirer sur Mal, qui est pourtant juste une projection de son inconscient. Eames tente de sauver Saito, tout le monde se rejoint dans le vestibule et pense que tout est fini. Mais Ariane a une option, une ultime option.
descendre dans les limbes et aller chercher Fisher. Et donc Ariane et Cobb se connectent et descendent dans les limbes. Pas au 4e niveau de rêve. Dans les limbes. Ils arrivent par la plage, comme à chaque fois que quelqu'un arrive dans les limbes. C'est un des nombreux aspects qui diffèrent des rêves, les sujets savent comment ils arrivent ici, et c'est par la plage. Tandis que le van est toujours en train de chuter et qu'Arthur est en train de positionner des explosifs pour propulser l'ascenseur, Eames place de son côté des explosifs pour effondrer l'hôpital, tandis que Saito tente de rester en vie pour repousser les assauts successifs des projections de Fisher. C'est chaud. Cobb et Ariane, pour le coup, eux, dans les limbes, ils ont le temps. Et tandis qu'ils cherchent le chemin qui les mènera à Mal, ils croisent les enfants de Cobb, et je mets l'extrait de côté comme chaque autre fois, c'est bon, on a l'habitude maintenant. Cobb montre à Ariane tout ce qu'ils avaient construit avec Mal, les différentes maisons dans lesquelles ils avaient vécu. You reconstructed all of this from memory? Like I told you, we had lots of time. What is that? It's the house Maul grew up in. Will she be in there? Come on. We both wanted to live in a house, but we love this type of building. In the real world, we'd have to choose, but not here. Pendant ce temps, Eames et Arthur continuent de s'affairer afin de s'assurer de ne pas manquer le prochain et dernier kick. Et dans les limbes commence la conversation la plus importante du film, au sujet de l'inception. An idea is like a virus. Resilient. Highly contagious. The smallest idea, such as, your world is not real. A simple little thought that changes everything. So certain of your world, of what's real, do you think he is? Or do you think he's as lost as I was? I know it's real, Mo. No creeping doubts. Not feeling persecuted, dumb. Chased around the globe by anonymous corporations and police forces. The weather projections persecute the dreamer. Admit it. You don't believe in one reality anymore. So choose. On va expliquer ça en détail, mais gardez bien dans un coin de votre tête cette phrase encadrée en rouge et en gras. Believe in one reality anymore. So choose. Cette phrase qui n'est pas prononcée par Mal, mais qui est prononcée par Cobb, via une projection qu'il produit de Mal. Une projection qui existait déjà dans les limbes avant qu'il ne l'y rejoigne. Cobb ne croit plus en une seule réalité, donc il est tenté de choisir. Et on verra par la suite s'il a raison ou pas, parce que c'est ça l'enjeu du film. Pas savoir si la toupie à la fin elle tourne ou si elle tombe. On s'en fout de la toupie. Enfin, chaque chose en son temps. Bagarre dans l'hôpital, suspense dans l'ascenseur, Saito est sur le point de décéder. Pour Cobb, Mal les a abandonnés, lui et ses enfants. Et encore une fois, quand on voit les enfants, là, l'image, on la met de côté pour plus tard. Yes, but I want to see them up above, Maul. Et ce qui permet à Cobb de ne pas perdre de vue ce que tout un chacun appelle la réalité, c'est la culpabilité qu'il ressent, et qu'il ressent tout le temps. Cette culpabilité qui lui rappelle qu'il est responsable de ce qui est arrivé à Mal. The reason I knew Inception was possible was because I did it to her first. Why? We were lost in here. I knew we needed to escape, but she wouldn't accept it. She had locked something away, something deep inside. A truth that she had once known, but chose to forget. She couldn't break free. I went deep into the recess of her mind and found that secret place. And I broke in, and I planted an idea. A simple little idea that would change everything. That her world wasn't real. Et que la mort était la seule issue. Et c'est ainsi qu'ils sont allés poser leur tête sur ce chemin de fer pour attendre le train sans se préoccuper de savoir où ce train allait les emmener. You're waiting for a train. A train that'll take you far away. You know where you hope this train will take you. But you can't know for sure. Yet it doesn't matter. Now tell me why! Because you're together!
sans savoir que cette idée allait continuer de faire son chemin dans l'esprit de sa femme, allait l'infecter, puis la condamner à ne penser plus qu'une seule chose, qui était que la mort était la seule issue. Au niveau de l'hôpital, Eames pose les derniers explosifs, tandis que Saito rend son dernier souffle, non sans avoir d'abord repoussé la dernière vague de soldats. Arthur envoie le signal musical, il ne reste que quelques secondes avant le kick. Eames tente de ranimer Fisher, mais ce dernier ne pourra être sauvé qu'au prix d'un kick dans les limbes. Mal n'accepte de laisser partir Fisher qu'à condition que Cobb reste. Cobb doit rester dans les limbes, mais pas pour rester avec Mal, dont il admet enfin que les projections qu'il en a ne sont que l'ombre de sa femme. Il doit rester dans les limbes pour trouver Saito. Ariane jette Fisher dans le vide pour lui filer son kick pour qu'il puisse se réveiller à l'hôpital, et puis elle se jette elle-même dans le vide en priant que Cobb ne se perde pas en chemin. Fisher se réveille à l'hôpital, Eames l'envoie vers la chambre forte, tandis qu'un niveau plus haut, Arthur déclenche les explosifs pour propulser l'ascenseur vers le sol. Fisher entre dans la chambre forte, il y trouve son père agonisant sur son lit d'hôpital qui prononce le mot « déçu ». I know you were disappointed. I couldn't be you. No. I was disappointed. But you tried. Voilà la catharsis annoncée, celle qui va implanter l'idée une bonne fois pour toutes dans la tête de Robert Fisher, à un détail près qui arrive. Dans son dernier souffle, le père de Robert désigne son coffre-fort que Robert ouvre. Il y trouve le fameux testament ainsi que le moulin à vent qu'il avait petit sur la photo avec son père. Boum, catharsis, et Eames fait tout sauter. Les kicks s'alignent parfaitement et tout le monde se réveille au niveau 1 du rêve, dans la camionnette, à l'exception évidemment de Saito et de Cobb. Ce dernier, toujours coincé dans les limbes, est en train de laisser partir la projection de Mal, qui lui rappelle sa promesse à leur mariage, qu'ils vieilliraient ensemble. Cobb lui rappelle alors qu'ils ont vieilli ensemble, qu'ils ont vécu heureux ensemble 50 ans dans les limbes. On les voit alors pour la première fois, âgés lors de ce parcours. Au niveau 1 du rêve, Fisher et Eames déguisés en Browning s'échappent. Fisher annonce à son parrain qu'il va tenter de construire sa propre voie. L'inception est un succès. Pendant ce temps, dans le van, Yusuf, Ariane et Arthur respirent avec des équipements de plongée, tandis que Saito est mort, tout comme... Et ça, pardon, mais j'ai vu beaucoup de gens passer à côté de cette info-là. Tout comme Cobb. À ce moment-là, Cobb meurt noyé. Dans le van. Ce qui induit d'ailleurs une autre chose, mais qui est totalement éclipsée par le film. Mais c'est pas le pire, parce que le pire vient encore après. C'est que Cobb, en fait, a certainement vécu des années encore dans les limbes, avant de mourir dans le van. Et alors, comment est-ce que je sais qu'il est mort et qu'il n'est pas simplement sorti de la maison où il était avec Mal pour aller chercher Saito? Parce qu'il arrive à la plage. Vous vous rappelez? C'était les premières images du film. Donc en gros, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était un « voilà comment j'en suis arrivé là ». Donc on revient sur DiCaprio à table avec Saito vieux, sauf que maintenant on comprend tout ce qui se passe, du coup, enfin à peu près. On peut d'ailleurs noter que dans cette scène de dîner, donc Saito, lui, il est très très âgé, mais DiCaprio, lui aussi, est maquillé pour être un peu plus âgé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas déjà depuis combien de temps il est là. Leur dialogue fait alors écho à des dialogues précédents, pour montrer que Saito doit et qu'il va se rappeler. Waiting to die alone. Or become an old man, filled with regret, waiting to die alone. You're gonna become an old man, filled with regret, waiting to die alone. Je vais revenir là-dessus, promis, mais juste, on finit le résumé comme ça c'est fait. Cobb se réveille, tout le monde se réveille, Saito passe son coup de fil, ce qui permet à Cobb de passer la douane sans souci, il est accueilli par son beau-père, il rentre à la maison, on a enfin la fameuse scène dont tout le monde pense qu'elle est importante, et elle l'est, mais pas pour ce que les gens pensent. Cobb fait tourner la toupie, mais en tant qu'on appelle les enfants, il voit ses enfants, je mets l'image de côté, les enfants se retournent, il voit leur visage, il va vers ses enfants, la toupie continue de tourner, sans personne d'autre que nous pour l'observer, et le film se termine alors que la toupie se met à vaciller. Le générique commence avec la musique Dream is Collapsing, et ça y est, c'est la fin de Inception. Bon, il y a énormément de choses à raconter, mais avant d'y aller, on va commencer par répondre à quelques questions que les gens se posent depuis longtemps.
Des questions, il existe des réponses depuis tout aussi longtemps, à commencer par la plus répandue. Est-ce que la réalité dans laquelle Cobb arrive à la fin du film, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un rêve? Puisqu'on voit la toupie qui tourne et qu'on la voit pas tomber. Déjà, la toupie, c'est pas le totem de Cobb. La toupie, c'était le totem de Mal. C'est con, mais on le connaît, le totem de Cobb. C'est un objet, on nous a expliqué que c'est un objet qui était caché, connu de lui seul. Le totem de Cobb, c'est son alliance. C'est un fait qui est connu maintenant, ça. Vous pouvez trouver plein de vidéos, plein de sites internet qui vous expliquent comment spotter. En gros, quand on est dans un rêve, DiCaprio a son alliance. Quand on est dans la réalité, il n'a pas son alliance. Et c'est là où Nolan est fort niveau forme, parce qu'il trouvera toujours un moyen de vous faire un plan d'insert ou un gros plan sur la main, juste ce qu'il faut pour que vous voyez s'il y a une alliance ou s'il n'y a pas d'alliance. Et quand il passe la douane, on voit il n'y a pas d'alliance. Par ailleurs, et même si ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, parce que j'aime pas quand ce niveau d'information la rentre en ligne de compte, parce qu'un film, c'est une œuvre en elle-même, voilà. Mais le fait est que Michael Caine a dit dans une interview qu'il avait posé des questions à Nolan. Tout le monde posait des questions à Nolan pendant le tournage. Et Nolan, d'ailleurs, était hyper content de répondre à tout le monde. Il n'était pas du tout mystérieux là-dessus. Et Nolan a dit à Michael Caine, c'est simple, quand tu es dans une scène, c'est la réalité. Donc, à la fin, quand il passe la douane et qu'il rentre chez lui, qu'il retrouve ses enfants, il y a Michael Caine à côté, c'est la réalité. Mais alors pourquoi ce besoin de nous montrer cette toupie qui tourne, si c'est pas important? Parce que c'est important, mais c'est pas important pour ça. Déjà, la toupie, on voit qu'elle vacille. C'est-à-dire, l'image aurait pu s'arrêter une seconde plus tôt, et on n'aurait jamais su. Là, on voit qu'elle vacille, on sait qu'elle va tomber. D'accord? Ce qui est important, c'est que plus personne d'autre que nous ne regarde la toupie. C'est-à-dire, ça fait écho à la conversation qu'avait Cobb plus tôt avec Mal, à savoir le fait qu'il a fait son choix. Il voulait voir le visage de ses enfants, il a vu ses enfants, il a choisi ses enfants. Il a choisi sa réalité. Et c'est là où ça fait également écho à une des premières scènes, justement, quand je vous disais, on en parlera par la suite, quand il faisait tourner la toupie et qu'il s'était collé un flingue. La question n'était pas de se dire si la toupie ne tombe pas, je me tire dessus pour me réveiller. L'idée était, je suis tenté de choisir cette autre réalité. Je suis tenté de me tirer une balle pour aller rejoindre Mal. Et là, ce qu'il fait justement, c'est que il a tenu bon et il a choisi ses enfants. Et d'ailleurs, comment sait-on que ses enfants sont ses enfants et pas les projections de son inconscient? On va ressortir toutes les images qu'on avait mis de côté pour constater que les enfants qu'on voit dans la dernière scène ne sont pas les mêmes enfants, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Il y avait les souvenirs ou les projections de son inconscient et la réalité de ces enfants qui ont grandi. Alors, pour un spectateur lambda, vous, moi, n'importe qui, on ne fait pas nécessairement la différence, surtout vu comment c'est tourné, de loin, de dos, etc. Mais lui, c'est leur père. Lui, il voit qu'ils ont grandi. Bon, maintenant qu'on a mis ça de côté, il y a quand même 2-3 trucs qui me font marrer et que j'ai envie d'un peu de voir avec vous. Donc, on avait dans les limbes Cobb et Saito autour d'une table, avec Saito qui était très très vieux, et puis Cobb qui était plus vieux que normal, mais ça va. Et puis, ils se sont réveillés. Mais comment ils se sont réveillés? Ils n'ont pas eu de kick, hein. Ils se sont réveillés en se tirant dessus, on est d'accord. Mais pour se réveiller, il a fallu attendre que le sédatif ne fasse plus effet. Et ça veut dire que non seulement Saito a déjà passé des années seul avec ses propres projections dans les limbes à vieillir, mais de plus, avec Cobb, ils ont vécu certainement encore des années. Jusqu'à pouvoir se réveiller. Et ça veut quand même dire qu'au cours des dernières minutes du film, Cobb est mort 2 fois dans les limbes. C'est-à-dire, si ça se trouve, Cobb, il a passé 150 ans dans les limbes sur les dernières minutes du film. Parce que quand il est mort noyé, il a été arraché aux limbes pour être immédiatement rejeté dans les limbes. Enfin, immédiatement, ça a peut-être pris des années pour lui, hein, voilà. Donc il s'est retrouvé à nouveau à la plage. Et puis hop, d'un coup, rebelote avec Saito. C'est un voyage très très long pour eux deux. Autre question qui, je trouve, n'a pas vraiment eu beaucoup d'écho sur Internet. En tout cas, moi, dans ce que j'ai cherché, j'ai vu peu de personnes qui en parlaient au sujet des limbes. Les limbes sont un lieu commun à ceux qui s'y trouvent.
Ça veut dire que, hypothèse, si vous, demain, vous allez dans les limbes, vous allez trouver la maison de Mal. C'est-à-dire que ce lieu est le même pour tout le monde, que les gens soient connectés entre eux ou pas. Du coup, je pose la question, c'est quoi la différence avec la réalité? Si ce que vous y faites persiste après votre mort ou votre réveil, si ce que vous y faites y persiste après votre mort ou votre réveil, en quoi est-ce que ce lieu n'est pas un lieu réel? Et si ce lieu est réel, pourquoi lui privilégier une autre réalité? Dit autrement, la réalité du film Inception, donc la réalité de Cobb, de quand il est réveillé, comment sait-on qu'il ne s'agit pas simplement d'un niveau de limbe? Que peut-être il y a peut-être tous les 3 niveaux de rêve, il y a un niveau de limbe. Auquel cas, Mal aurait raison de se dire, non mais attends, il faut remonter. C'est ça la question et le doute qui anime vraiment Cobb. Vous vous rappelez la phrase que je vous ai dite d'encadrer en rouge en gras, hein? Ou bien encore cette remarque simple de Miles. Come back to reality, Tom. On peut ajouter que dans la plupart des scènes, on ne voit pas Cobb arriver dans la scène, comme dans les rêves, hein. Et pareil hein, pour ce fameux moment là dans de la poursuite à Mombasa, avec les 2 murs. On a tous vécu un truc similaire dans un rêve. Alors, il y a un autre niveau de lecture qui est plus littéral, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser la question simplement de se dire, mais attendez, la différence dans les limbes, c'est facile, c'est dans les limbes, on est Dieu, c'est-à-dire qu'on peut créer ce qu'on veut. Auquel cas, on peut avoir, justement, donc un niveau de lecture plus littéral, plus cinéphilique, on va dire, qui est de dire qu'il n'y a pas de réalité dans ce film. Tout est un niveau de rêve, en fait. Et que donc, la réalité de Cobb, c'est un rêve dans ce sens que si Cobb meurt dans la réalité, tout comme quand Mal meurt dans la réalité, bah ça permet à Cobb de redevenir Leonardo DiCaprio et à Mal de redevenir Marion Cotillard, dans notre réalité. C'est d'ailleurs une idée qui est appuyée par la musique du film, puisque quand le film termine, que le générique commence, la musique du générique, c'est « Le rêve est en train de s'effondrer ». Littéralement, « Dream is collapsing ». C'est la musique qui nous dit « Attention, dans quelques minutes, le rêve n'existe plus ». Mais ce que je retiens de mon côté, c'est la chose suivante. Si on met de côté l'histoire racontée, qui est certes trépidante, mais qui n'est rien de plus qu'une histoire d'espionnage, avec un plan qui rappelle un peu la série Mission Impossible, ou les plans ultra élaborés des films de braquage, si on met ça de côté, Nolan nous offre ici une hypothèse sur ce qu'est la réalité, sur les possibilités de plusieurs réalités concomitantes, et sur un personnage qui, après avoir passé plus d'une vie entière à explorer les profondeurs de l'inconscient, est convaincu, à tort ou à raison, qu'il est possible de s'élever dans des niveaux supérieurs de conscience, mais choisit de ne pas le faire pour retrouver ses enfants. Ce film raconte 2 histoires. Il raconte l'histoire d'un fils qui est à la recherche de son père, et l'histoire d'un père qui est à la recherche de ses enfants. Ah, il faut aussi que je vous parle de ce truc qui est complètement bidon, mais si je le fais pas, ça va être les 50 top commentaires sous la vidéo, je le sais, c'est comme ça. Donc oui, si vous prenez la première lettre de chaque nom, eh ben, avec, ça fait le D de Dom Cobb, le R de Robert Fisher, le E de Eames, le A de Arthur Warrian, le M de Mal et le S de Saito, et ça fait Dreams, et Dreams ça veut dire rêve en anglais. C'est pas un truc de ouf ça? Bon alors des fois on a pris le prénom, des fois on a pris le nom, et puis le A en fait il y en avait 2, on l'a compté qu'une fois, mais on peut aller plus loin. Parce qu'on n'a pas compté Youssouf non plus. Mais si on compte le M de Miles, qu'on compte le A 2 fois et qu'on compte le Y de Youssouf, ça fait Dreams May. Et si on compte pas le M de Miles, parce que Miles il va pas dans les rêves, mais qu'on compte plutôt le P de Pete Browning, qui lui est dans le rêve, même s'il n'y est pas directement, mais il apparaît dans le rêve, ça fait Dreams Pay. Ça me saoulait d'en parler, mais bon, si je le fais pas, je sais que ça arrivait dans les commentaires. Voilà, on est d'accord, c'est très bien. Mais ça ne sert à rien. Ça fait pas avancer le film, ça fait pas mieux comprendre le film, ça ne soulève pas une question sur le film. C'est un gadget. C'est éventuellement un easter egg. Donc voilà, c'est rigolo. Vous avez le droit de trouver ça rigolo, je ne juge pas. Mais c'est juste, ça n'apporte rien à l'histoire. Parce que vous, là, est-ce que vous saviez que Christopher Nolan à l'envers, ça fait Nalon Repotirk? Hein? C'est tout pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Pour le reste, vous savez exactement ce qu'on attend de vous sur la plateforme, en termes de commentaires, de partage, de machin, de tout ça, de Tipeee, de bidule. Très bien. Portez-vous bien, et à bientôt.